Time ticketing, time ticketing, time ticketing, time ticketing, time. C'est l'histoire d'une histoire. C'est une histoire que tout le monde connaît. L'histoire de deux êtres perdus dans le désert. Une histoire d'amour et d'amitié, de rencontres et de séparation. C'est surtout une histoire qui en dit bien plus qu'il n'y paraît. Car comme chacun sait, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on va parler du Petit Prince. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va vous parler du Petit Prince, film de 2015 en images de synthèse et stop motion, réalisé par Mark Osborne et Anthony Scott pour la partie stop motion. On doit notamment à Mark Osborne d'avoir réalisé le premier Kung Fu Panda. Le film est bien évidemment adapté du roman d'Antoine de Saint-Exupéry, deuxième livre le plus vendu et traduit de tous les temps après la Bible. Je crois qu'il s'agit de 145 millions d'exemplaires. L'animation 3D a été faite au studio Micros Animation à Montréal. Au doublage pour la version française, accrochez-vous bien, on retrouve Florence Foresti, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Guillaume Gallienne, Vincent Lindon, Guillaume Canet, Pascal Légitimus, Bernard Tiphaine et dans le rôle de l'aviateur, l'incroyable André Dussolier. Avec moi pour parler de ce film, Robin. Bonjour Robin. Bonjour Jean. Comment ça va ? Ça va, il fait chaud mais ça va. Il fait un peu chaud, c'est vrai. Il vous avait manqué, sans doute. Il est de retour, c'est Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour les copains. Bonjour Sacha. Comment ça va Sacha ? Ça va et vous? Ça va Ça fait très longtemps. bien. Ouais, ça fait longtemps. T'es content d'être revenu avec tout ce beau matos ? J'ai peur. T'as peur ? Ouais, c'est normal. C'est la table de mixage est un peu intimidante au début. Avant de parler du film, petit erratum de notre part. Attends, il faut pas que je m'écoute, je suis bourré. Dans l'épisode précédent, on vous avait parlé du film Le Chant de la Mer. On n'avait pas réussi à trouver le studio qui était responsable de la production et fabrication de ce film. Il s'agit en fait de 5 studios différents dans 5 pays différents. Nous avons donc Cartoon Saloon en Irlande, Mélusine Productions au Luxembourg, Norlum au Danemark, The Big Farm en Belgique et Superprod en France, que je salue. On imagine qu'ils ont tous travaillé sur différents aspects du film à différents moments de la production. Qui va nous résumer le film ? Je pense que ça va être Sacha. Ouais, je m'étais dit que je me préparais dans le métro, puis j'ai oublié, du coup, je me suis pas préparé. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui a raté son oral pour rentrer dans la grande école dans laquelle sa mère va la faire rentrer, et qui du coup s'apprête à passer un été très studieux avec un sacré programme jusqu'à ce qu'elle rencontre un certain vieil homme qui va tout chambouler son organisation, sa vie, et lui apprendre à être quelqu'un de plus heureux, un vrai enfant, une vraie personne. C'est un bon résumé. C'est bien, un vrai enfant. Et comment s'appelle l'académie L'Académie Verte. Vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça ? Ah, j'ai Non. lu en anglais, du coup, j'ai pas. Alors, l'Académie Verte, W-E-R-T-H, s'appelle comme ça en hommage à Léon Verte, qui était un ami et romancier, un ami de Saint-Exupéry, et le livre lui est dédié. Donc voilà. Ah, mais C'était oui. la première anecdote, il y en a un paquet. J'espère mais que oui. vous êtes prêts. Ok. Et oui. Tout de suite, votre avis sur le film. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Je vais commencer avec Robin. Ben, bon, c'était ok. Ah ouais, ok, merci Robin. C'était, ouais, en fait, je me souviens quand j'avais vu le film la première fois au cinéma en 2015, j'avais trouvé ça vraiment cool, l'adaptation et tout. Et en le revoyant pour le podcast, je trouvais que ça manquait un petit peu de cette surcouche de poésie vraiment qui fait que tu t'envoles, quoi. Et que les clichés qu'ils ont mis en place pour vraiment faire la séparation entre le beau monde super coloré, jovial de l'enfance et puis le monde drastique et mathématique des adultes, c'était un peu lourd, quoi. Je fais, c'est bon, on a compris. Et toute la thématique et tout ça, je pense, du Petit Prince, elle est magnifique et je pense qu'elle te percute à fond quand t'es adolescent et tu fais, tu lis le bouquin quand t'es plus jeune, puis tu le réécoutes ado et tu fais, le truc de malade, c'est trop bien et tout. Puis, ouais, quand tu grandis un peu, tu fais, oui, bon, ça va et tout. C'est toujours aussi poétique et aussi beau, je dis pas. Mais c'est juste que là, la manière dont c'est apporté dans le film, c'est un petit peu, tu sais, genre, il rabâche le truc vraiment pour en rajouter et ça marchait plus trop vraiment pour moi quand j'ai regardé le film en fait. Et
Mais c'était un bon moment, mais voilà, sans plus, ça m'a un petit peu saoulé par moment, quoi. Ok, un avis partagé. Sacha? C'était la deuxième fois que je le voyais pour le podcast. La première fois, j'avais bien aimé jusqu'à la fin, toute la séquence de la fin que j'avais détestée. Et là, en le revoyant, j'ai encore plus apprécié le film et j'ai encore plus adoré la séquence de la fin, qui me semble être pas une mauvaise écriture dans le sens où c'est quand même super compliqué à adapter et qui s'en sont quand même bien sortis avec un truc qui sort des sentiers battus et ce à quoi tu peux t'attendre, mais qui marche assez bien. Du coup, j'ai plutôt apprécié le film. Et toi, Jean, t'en as pensé quoi? Et moi, j'en ai pensé quoi? Moi, j'aime. Alors, sachez que déjà, Le Petit Prince, c'est une de mes œuvres préférées. J'adore. J'ai une édition reliée chez moi, magnifique, et que je kiffe. Et j'aime bien le film. J'aime plus la partie stop motion en fait que la partie vraiment 3D, que je trouve bien, mais qui, en fait, en termes de rendu, pâtit un peu en comparaison. Mais c'est ça ouais. aussi, moi, qui m'a dérangé. C'est ça. En fait, et ça se voit surtout, je trouve, au début du film. À la fin, je sais pas pourquoi ça dérange moins. Peut-être qu'il y a eu. Mais je pense au début, c'était les recherches, et puis ils avaient pas encore. Après, il faut savoir que c'est un des premiers films de Micros. Ouais, c'est vrai, exact. Micros, ils avaient quoi? Ils avaient fait Astérix avant? C'était Bah, leur deuxième ouais, je crois film. que c'est Micros Canada, hein, donc ça doit être un des tout premiers de Micros Ouais, Canada. et après, ils ont fait ça avec la technologie de On Animation. Donc, On Animation a ramené cette technologie, ils ont bossé dessus. Puis, ouais, je pense qu'il y avait un problème technologique, je pense, au niveau des rendus et tout ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir que faire un film d'animation, c'est extrêmement compliqué et ça prend du temps. Et, ouais, du coup, ouais, il y avait ce problème-là. Et puis, ouais, comme tu disais, la deuxième partie du film, je trouvais que déjà la première partie quand t'arrives au milieu du film, tu fais, ça commence à être long. Là, t'arrives sur la deuxième et c'est vraiment très long et il rajoute encore. Et je fais, les gars, c'est bon, allez, finissez le film. Je trouve qu'il y a des longueurs vers le milieu. Par contre, je suis d'accord avec toi, Sacha. Moi, j'adore. Mais j'avais aimé dès la première fois que je l'ai vu la réécriture en fait de la fin, qui s'écarte un peu du livre et que je trouve vraiment intéressante en fait. C'est avoir une fin un peu différente et avoir une vraie conclusion en fait. Je trouve ça vraiment cool. Qui trahit un peu l'œuvre dans le sens où tout ce qu'il Oui, raconte, mais c'est une pas dans le livre, mais qui adaptation trahit pas l'idée. et c'était aussi en fait la volonté des producteurs et qui lui voulait faire un film qui soit comme le livre en fait, qui soit très universel, qui soit pas quelque chose de niche ou de quoi que ce soit. On en reparlera après quand on parlera de la stop motion. C'est pour ça que tout le film est pas en stop motion en fait. Oui, non, je suis d'accord. Après, je veux dire, moi, j'ai eu des moments vraiment, je me suis quand même amusé pendant le film. La première fois que je l'ai vu, j'étais aussi émerveillé, quoi. Puis j'étais vraiment content. Le Petit Prince était réputé inadaptable aussi. Et ils ont vraiment réussi à rendre cette adaptation. Et ce que je trouve la force qu'ils ont réussi à choper, c'est qu'en fait, ils ont pas adapté bêtement le bouquin, mais ils ont capturé l'essence de ce que le livre veut transmettre et ils l'ont transmis tout au long du film. Mais je trouve qu'ils l'ont trop rabâché et qu'au bout d'un moment, c'est juste lourd. Mais je trouve que cette essence et ce que vraiment le Petit Prince véhicule comme livre, ça, c'est concret, c'est montré. Ouais, ils ont réussi à garder ça, et ce qui est assez fort. Mais alors, tu dis que c'est inadaptable, et t'as raison. Il y a eu une première tentative d'adaptation en animation par Orson Welles, qui a proposé le projet à Disney et qui, au final, le projet ne s'est pas fait. C'était mon anecdote, ça. Vas-y. Et est-ce que tu sais qu'il a, par contre, déjà été adapté en film, live action, par Stanley Donen, qui, en 74, le film s'est fait, mais a pas marché du tout. Ce qui est très con, parce que Stanley Donen, c'est le réalisateur à qui on doit Chantons sous la pluie et Un jour à New York, notamment, qui a réalisé plus d'une trentaine de comédies musicales aux États-Unis. Donc voilà, je pense que j'irai revoir le film parce que Le Petit Prince aux comédies musicales, ça doit être quand même quelque chose. Ça va, encore, c'est une adaptation américaine, parce que si on prend des adaptations un peu de niche, comme tu disais, si tu reprends Le Hobbit, ça avait été fait aussi avant par des Russes, sans budget, et c'est sur YouTube, c'est drôle. Je crois qu'il y a une adaptation russe du Petit Mais Prince. le Petit Prince, ça a été adapté en plein de choses. Ils ont fait des comédies musicales, des pièces de théâtre, des séries télé aussi, des bandes opéras. dessinées. Ouais, il y a eu beaucoup de mais ça, c'est mon point à moi. Arrêtez de spoiler dès le début. on va rien avoir à dire tout à l'heure. On va arrêter. Du coup, on va pouvoir passer au coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Et Sacha, puisque tu veux l'ouvrir, on va commencer avec toi. Ouais, j'ai bien fait de venir. Ah bah comme d'hab, hein. De quoi tu veux nous parler, Sacha? C'est quoi le plan qui t'a marqué? C'est une petite séquence. Et dedans, il y a le plan que je préfère comme ça. Bingo, j'ai rempli toutes les cases. Ouh, c'est un bingo. Un bingo? Non, c'est juste bingo. C'est au tout début, juste après qu'elle ait raté son entretien, son passage devant les juges de l'école, où la mère décide de réorganiser sa vie et de trouver une nouvelle maison et de passer un été archi studieux où elle va pouvoir avoir le plus de chance d'être prise dans cette école. Et tout ce que j'aime bien, c'est ce passage jusqu'au moment où elle s'installe et où on découvre l'aviateur, où
tout dans l'écriture et dans la réalisation est centré sur la même chose, l'efficacité, l'organisation. Et j'aime bien ces moments où on te montre une volonté d'un personnage et que la réal accompagne ça. Parce que la mère, elle est hyper organisée, hyper carrée, elle est très terne aussi, elle pense qu'à son travail et elle s'amuse pas. Et tout dans cette séquence est pareil, les plans sont hyper symétriques, centrés, carrés, rythmés. Toute la gamme de couleurs de toute cette séquence, que ce soit la mer, les maisons ou le plan de vie, l'énorme tableau pour la fille, tous, c'est les mêmes gammes colorées un peu ternes, avec le même gris, le bleu gris et un espèce de vert un peu pâle. Ouais, les plans sont très symétriques et la mère, ma copine a utilisé le terme de maman hélicoptère et j'ai trouvé ça très juste. Pourquoi Parce qu'elle est tout le temps au-dessus d'elle. Yes. Et Validé. t'imagines, tu te bats dans ta vie. Ah, c'est exactement ça. C'est horrible, horrible, horrible. Et toute cette séquence, c'est juste ça avec le coup du camion de déménagement, c'est trop marrant aussi. Tout arrive toujours pile au moment où elle a prévu. Alors qu'en vrai, le déménagement et la livraison, il n'y a rien de plus aléatoire que ça. Et Ça dépend, dans Retour vers le futur, c'est pas le cas. Hein, Dans Retour vers le futur. la livraison et... Mais non, mais tu sais, c'était la blague avec la météo. Je vais m'arrêter là. Ok, très bien. Mais tu sais, dans Retour vers le futur, au début du 2, il arrive et il dit, il va arrêter de pleuvoir dans 3 secondes. Et il arrête effectivement de pleuvoir dans 3 secondes et il dit, la météo, c'est vraiment super précis alors qu'on peut jamais compter sur la poste. Ah ok, d'accord. Bah, Tu connais trop bien les films, Robin. Parce qu'ils sont dans le futur et que la météo, c'est devenu un truc de ouf, c'est ça? Ben c'est ça, c'est déjà... Ouais, ok, écoutez, Ok. je vais rester tout seul dans mon C'est pas coin grave. pendant un instant. Et c'est aussi une très bonne introduction pour le personnage de l'aviateur. Alors, dedans, le plan que j'ai trop adoré, c'est quand elle passe devant que j'ai trop adoré, c'est très moche, que j'ai beaucoup aimé. Quand elle passe devant toutes les maisons, il y a un espèce d'effet très étrange dans le design des maisons et le cadrage qui fait qu'on dirait que les maisons, c'est en perspective isométrique où les lignes sont parallèles et il n'y a pas de point de fuite et ça donne une espèce d'image de truc surréaliste où c'est toujours les mêmes maisons encore et encore avec le ciel derrière Palo. Et du coup, elle s'installe, il y a le plan de vie, et il y a l'aviateur qui débarque, et j'adore cette introduction de personnage parce que tout est carré, tout est efficace, la réalisation va super vite, tu comprends tout de suite, et là d'un coup, arrive de nulle part une hélice d'avion Qui manque de tuer la gamine, qui manque de d'ailleurs. tuer la gamine, et je trouve que c'est une intro de personnage qui colle super bien au personnage aussi, qui va chambouler la gamine, qui va lui faire découvrir énormément de choses d'une manière dont elle s'était pas attendue, et je trouve qu'une hélice d'avion qui débarque dans ton salon, c'est une manière très inattendue de présenter un personnage. La manière aussi dont il arrive, c'est que lui, tu sais, il marmonne dans sa barbe ce qu'il est en train de penser. Et en fait, tu le vois juste en train de marcher, mais tu vois jamais son visage. Ouais. C'est juste, il marche, il rentre dans la maison, il reprend son délice, il repart. Et t'as jamais vu son visage, t'as jamais donc connecté avec lui, parce que t'as jamais vu ses yeux. Et tu vois juste un mec avec sa combinaison jaune, là, qui arrive, qui repart, et puis t'entends juste marmonner. Et tu te fais, ouais, c'est clair qu'elle doit dû halluciner. Genre, il y a une hélice qui m'arrive dans la gueule. Elle Et a puis... failli mourir. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que les quelques plans où on le voit, de ce passage de l'hélice qui débarque dans le salon, ils sont filmés avec le même vocabulaire qu'avant. C'est des plans très profils, très frontaux, très symétriques et très carrés, alors qu'on est en train de tout chambouler. Ouais, c'est Voilà. ça. Moi, après, dans ce rebondissement-là, ça permet aussi de montrer à quel point la gamine, elle est déjà tellement dans un monde adulte et à gérer des trucs qu'elle devrait pas. Tu sais, quand sa mère, elle arrive, elle fait, faut qu'on appelle les assurances, et elle lui dit, c'est fait, j'ai fait les photos de dehors, de dedans, avec un meilleur éclairage, mais tout, et tu fais, mais attends, moi, à 8 ans, il m'arrive un truc comme ça, jamais je pense à ça, et c'est juste tellement, on lui met tellement de trucs sur les épaules alors qu'elle a quoi, 8 ans, même pas 10 ans, Ouais. et c'est tellement lourd et c'est triste, en fait, c'est parce que c'est vraiment, on est en train de juste de voler ton enfance, quoi. Et paf, une hélice. Et paf, une Et paf, hélice. une hélice. Et fun fact, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais le plan de vie, le format du tableau, c'est un 16/9. Et un peu plus tard dans le Oh, wow, ok. dans le film, il y a des plans où il est cadré, centré, et en fait, il remplit complètement l'écran. C'est pile un 16/9. Ah, bien vu. Donc le 16/9, faut qu'on définisse le 16/9, Sacha. Bah, c'est un format d'image pour le cinéma. Voilà. Ouais, c'est un ratio de C'est 16 un par ratio 9 de voilà, largeur et hauteur. ouais. C'est le ratio que vous avez sur la plupart des écrans. écrans. Bah, le 4 tiers, ouais, c'est 4 tiers, c'est quand on était petit. Maintenant, ça n'existe plus. Ah, on peut faire du 4 tiers, mais maintenant on fait du. Bah, le 4 tiers, c'est Wes Anderson, quoi, qui a Oui. gardé ça beaucoup. C'est un format carré, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, merci Sacha, et on va pouvoir écouter un extrait de cette séquence. Pas question de reculer. Périmètre identifié, c'est fait. Si par miracle on trouve une maison abordable dans ce quartier, là, ils seront obligés de t'accepter. Ça c'est fait, ça c'est fait.
déménagement, c'est fait. Je l'ai appelé ton projet de vie. Mon projet de vie? Ton projet de vie. Et crois-moi, rien ne sera laissé au hasard. Parce que tout est là, orienté de haut en bas, de gauche à droite. Voyons ça de plus près. La minute de l'heure du jour, le jour de la semaine du mois, le mois de l'année de ta vie. Tout est là. Robin, quelle est la séquence qui t'a marqué? La séquence qui m'a marqué est la suivante. C'est la toute première introduction du Petit Prince dans la vie de la petite fille et le changement complet de graphisme qui est magnifique et qui moi m'a toujours tiré un peu la larme. C'est comme on en parlait avant, la 3D elle est un petit peu, je trouve, faiblarde dans la qualité des rendus et tout ça. C'est un premier film de studio, je comprends que c'est difficile. Je fais des films, je sais à quel point c'est difficile de faire des beaux rendus et tout ça. Et en fait, cette qualité, donc en fait, on arrive là, on change de graphisme, on arrive avec du papier découpé ou des marionnettes 3D mais en stop motion. Et ça donne un tel cachet directement et ça communique une telle poésie directement avec les couleurs, avec, tu vois, les petites fibres du papier qui ont été découpées, tu vois que ça a été fait à la main. Ça communique tellement plus, beaucoup plus vite. Et tu as envie de te dire, mais je veux que tout le film soit comme ça. On en parlera plus tard parce que oui, il voulait que ce soit un truc à grande échelle. Et que moi ça m'a vraiment saisi énormément et puis je trouvais que c'était la meilleure manière finalement de rendre hommage au livre en gardant ce côté papier parce que c'est un livre et donc en plus ils ont gardé la voix donc de Dussolier qui fait le conteur et tout ça. Moi il faut savoir que Le Petit Prince quand j'étais petit je l'écoutais en boucle, j'avais un CD avec des conteurs qui racontaient en fait toute l'histoire en différentes pistes et j'ai écouté ça en boucle en même temps que je le lisais et donc j'ai vraiment ce truc là j'adore qu'on me raconte cette histoire avec la voix de l'aviateur de Saint-Exupéry, la voix du Petit Prince et tout ça. Et d'ailleurs Dussolier a déjà fait un enregistrement du livre avant de faire ce film. C'était CD là que j'avais en fait. Okay, du coup moi j'ai retrouvé la même voix et donc j'étais vraiment trop content et puis voilà, donc c'est vraiment la première rencontre, le dessine-moi un mouton avec la boîte, la chèvre dans la boîte et tout ça. Non pas du coup un mouton, pas une chèvre. Et donc cette première rencontre, moi c'est juste ça te transporte d'un coup. La transition elle est magnifique entre la 3D et le stop motion. Il y a une sorte de fondu comme ça et puis ça t'emmène dans cette espèce de tu vois différents plans comme ça animés en 2D avec les nuages qui tournent et c'est l'avion qui t'emmène puis t'as le crash d'avion. Le crash d'avion, pareil, c'est tu vois qu'ils ont découpé une bande de papier qui font juste glisser derrière l'avion. La fumée là, c'est super. Et c'est super intelligent, c'est super touchant et moi ça m'a vraiment juste transporté. Donc c'est ma séquence préférée parce que en même temps tous les autres passages du film comme ça ils sont magnifiques. Mais surtout que t'as une grosse transition et ça se voit beaucoup, c'est qu'au début c'est du papier découpé 2D, des aplats, un petit peu comme South Park mais en beaucoup plus beau avec des aquarelles peintes par-dessus. Et tout à coup on change à des marionnettes 3D animées en stop motion. Qui sont aussi en papier d'ailleurs. Qui sont aussi en papier, mais ça tu vois pas si tu fais pas attention, tu vois pas la différence de technique. C'est toujours dans le même univers et ça te choque pas du tout. Et moi j'ai vraiment adoré ça. Et puis après donc t'as l'introduction du Petit Prince là qui arrive centré au milieu, magnifique. Et donc moi c'est pour ça cette séquence moi je la trouve superbe en fait, juste pour la technologie, l'idée de mettre ce truc là en abîme avec du papier découpé et tout ça quoi. Ouais, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il lui demande de lui dessiner un mouton. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement. J'ai donc appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, jusqu'à une panne, dans le désert du Sahara. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Voilà pour mon extrait. Et du coup, moi, on en parlait. Moi, ça me fait vraiment penser. Maintenant, il y a eu plein de parodies là-dessus. Le truc des Cassos dont tu me parlais, Sacha, là, avec dessine-moi Naruto. Ah, il sait pas dessiner Naruto, le nul. Infernal.
Mais voilà, donc après, bon, il y a eu énormément de parodies avec Dessine-moi un mouton. Dans les Guignols de l'info, je me souviens aussi qu'il y en avait un où c'était Dessine-moi un mouton. Bah, je vais pas te dessiner un mouton, je vais te dessiner un tank, tu vas voir, c'est beaucoup mieux, genre de conneries là. Avec Monsieur Sylvestre. Ouais, avec c'est Sylvestre et tout. Et ouais, donc en fait, voilà, moi, c'est vraiment juste la transition, le style graphique et tout ça qui m'ont vraiment plu et qui vraiment là m'ont plongé vraiment dans le film. Et je trouvais que c'était un choix artistique de dingue et c'était vraiment super bien senti, quoi. Et toi, Jean? C'est quoi ta séquence préférée? Et quoi ma séquence préférée? Moi, c'est une séquence qui est un peu triste. C'est la deuxième fois qu'on voit le serpent, le personnage du serpent qui est doublé par Guillaume Gallienne et qui tue le Petit Prince. Quoi? Oh Le Petit Prince, il meurt? Ah, le spoiler! non, il meurt pas vraiment, pleurez pas. Et donc l'aviateur a réparé son avion, veut rentrer chez lui et le Petit Prince dit, bah, moi aussi je vais rentrer chez moi, mais c'est beaucoup plus loin et je peux pas m'embarrasser de ce corps, il est trop lourd. Et du coup, il va demander au serpent, et c'est horrible parce qu'il y a une discussion avec le serpent en lui disant mais ça va pas faire mal et tout, non, promis, machin. Et pendant qu'on a cette séquence-là, on a toujours le côté narration de l'aviateur à la petite fille et qui lui explique la vraie fin de l'histoire. Il lui dit, ça, c'est la vraie fin de l'histoire en fait. C'est que le Petit Prince, bah, il est parti et on a dû se dire au revoir. Et c'est un peu tout le propos du film, et à la fin on a ça, c'est apprendre à dire au revoir en fait. À des amis, à un amour. Et c'est pareil avec la rose. C'est un peu la même histoire avec la rose ou avec le renard. Et je trouve que cette séquence, elle est bien parce que ça inverse un peu les rôles entre l'aviateur et le Petit Prince. Parce que le Petit Prince, il est très mature, en fait, surtout dans cette séquence. Et c'est lui qui a beaucoup de recul sur les choses et de dire, c'est pas grave, en fait. On va se dire au revoir. Mais l'autre, il lui dit, mais tu vas mourir et tout. Mais non, c'est pas, je vais juste rentrer chez moi. Et ça devient un peu l'aviateur qui est l'enfant, en fait. Et donc c'est pour ça, moi ça m'a beaucoup marqué. En plus c'est une scène qui se fait de nuit avec la stop motion. Au niveau des éclairages c'est très très bien. C'est vraiment magnifique. Et pour le coup là la 3D je l'ai trouvé vraiment bien. Et Ouais. parce qu'ils font beaucoup d'aller-retour dans cette séquence entre 3D et stop motion. Et du coup ça match pas mal. Mais même aussi tout le build-up, la construction qu'il y a jusqu'à la mort du Petit Prince, où tu as là des énormes et des longs passages d'ordre de 1 à 2 minutes de stop-mo, où tu les vois marcher main dans la main dans le désert, boire de l'eau avec un seau et tout, où tu vois vraiment qu'il y a une connexion entre eux et que tout à coup, ben, c'est Ouais, le fatal. Petit Prince qui court, qui fait l'avion Ouais, en c'est ça. rigolant. Et qu'après quand il lui dit on doit se dire au revoir, il fait mais je sais pas comment je vais faire pour ne plus t'entendre rire en fait. Et oh, Et c'est ok. ouais, c'est juste ça, en fait. Après, bah, comme tu disais, c'est tout le film il est basé sur apprendre à dire au revoir. Parce que ben voilà, tu dis les amours et tout ça, eux ils poussent même plus loin parce que la personne, le voisin là, c'est une personne âgée, donc c'est clair que ben elle lui apporte toute la sagesse à l'enfant et tout ce qu'il a besoin de savoir, tout ce qu'elle a besoin de savoir, mais qu'à la fin, ben, il va aussi décéder, donc ben, il faut aussi apprendre à dire au revoir. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le dire au revoir et apprendre le deuil. Et je pense que c'est aussi à peu près chez l'enfant, à ce moment-là, que tu commences à intégrer la mort. Ouais, probablement. Puis t'as le côté lâcher, enfin dire au revoir. Il y a aussi le lâcher prise, ce que fait la petite fille. Tu vois, elle lâche prise aussi sur le sérieux, ce que va faire sa mère à la fin. Ouais. Avoir un peu de lâcher prise, dont on le voit parce qu'elle change de vêtements, je crois, à la fin. C'est le Ouais, seul elle moment du commence film. à avoir des couleurs, ouais. Ouais. Et c'est vraiment toute la séquence pour moi, c'est vraiment cette espèce de tournant dans le film où elle réalise qu'il y a aussi un mauvais côté à tout ce qu'elle est en train de découvrir en fait. C'est pas tout rose en fait. Bah, il Pas que du y a fun. ça, mais en fait, elle le comprend dès le début. Il y a plein de plans, justement, quand, dans la séquence que Sacha a évoquée, quand elle s'installe et que t'as sa mère qui lui montre le plan de vie. Tu vois qu'il y a des inserts sur ses réactions à elle de ce que sa mère lui montre et que, tu sais, elle fait des Elle est levées de déjà sourcils. pas très partante. Ouais, ouais, c'est ça. Elle a des levées de sourcils. Tu te rends compte, on te dit ton été complet, tes 2 mois d'été, juillet, août, là, ben, tu passes à bosser, tu vois personne. T'habites dans un quartier qui est lugubre avec des maisons carrées qui se ressemblent toutes pareilles. Ouais, c'est très bizarre parce qu'elle a pas l'air d'avoir d'amis non plus, tu vois. Oui. En C'est dehors ça, de c'est ça. l'aviateur après Et quoi. justement, avec l'aviateur devient son ami et sa mère lui dit, écoute là, ton ami, j'ai fait les calculs, tu pourras avoir un ami dans 2 ans et ça Ouais, sera quoi, de 13h 30 à minutes, 13h30, voilà, et tu fais. Tous les jeudis 30 minutes quoi. Attends, Et ce qui est un peu touchant aussi, c'est la relation entre la mère et la petite fille, je trouve, qui sont mine de rien très proches en fait. Tu vois, parce que tu sens qu'elles sont juste toutes les deux, qu'elles doivent se serrer les coudes et la petite fille, elle s'occupe des trucs dont sa mère peut pas s'occuper dans la maison. bah, tu vois, c'est voilà, c'est une famille monoparentale. Ouais. Tu vois que la mère Ouais, elle a ouais. dû tout porter sur les épaules. Le père, il est vaguement évoqué parce qu'il est jamais là et qu'il lui envoie toujours des bulles à neige là pour son anniversaire. Des Et- boules à neige avec des buildings. Genre, c'est l'antithèse de la boule à neige. C'est censé te faire rêver, mais là, on te met des trucs normaux dans Ah une non, boule à c'est neige. horrible. Ah, voilà, ces personnages sont extrêmement bien écrits. Donc
tu vois ça, mais après tu vois que la mère elle a vraiment sa matrice des choses, ça se passe comme ça, c'est pas autrement, la vie c'est de la merde, il faut avancer comme ça, et c'est genre voilà, ton anniversaire, ton prochain cadeau ça sera un microscope, et quand elle arrive à son anniversaire, tu vois le microscope emballé, mais l'emballage il fait la forme du microscope, Ouais, c'est aucune vrai. surprise. Je me suis posé la question de savoir si c'était juste pour que nous, l'audience, qu'on figure que c'est le cadeau, le microscope. Parce ils en parlent une fois avant, du coup, mais tu t'en rappelles pas forcément. Oui, je pense que ça en Ouais. rajoute en plus au côté Ouais. de y a pas de surprise dans la vie, c'est C'est genre ça. tu travailles, point. Tout est écrit de Oui, A à ouais. Z, quoi. C'est ça, même quand t'es avec moi, quand ils sont dans la voiture, les petits passages où t'as la radio en fond et tu racontes ce qui. Ah, tu d'ailleurs, racontes la radio. Ce qu'ils racontent, ouais. C'est tout ce qu'il y a dit à la radio sont des passages du livre. Ah, ok. C'est D'accord, des ok. trucs écrits dans le livre et qu'on dirait pas comme ça, mais différents personnages qui parlent. Je crois qu'à un moment, ils parlent de la météo et c'est un des personnages sur une des ok. planètes que le Petit Prince visite qui dit ça. Ok. Oh. Eh, c'est fort, hein. Bah, du coup, tu veux qu'on écoute ton extrait? Ben oui, je pense qu'on peut écouter un extrait de la séquence avec le serpent. Je crois qu'il est temps que je te raconte la fin de l'histoire. Ce soir-là, j'avais fini de réparer mon avion et je suis allé trouver le Petit Prince. Je peux pas imaginer ne plus jamais t'entendre rire. Justement, je vais te faire un cadeau. J'habiterai là-haut, dans l'une de ces étoiles. Je rirai dans l'une d'elles. Et toi, à chaque fois que tu regarderas le ciel la nuit, ce sera pour toi comme s'il riait toutes les étoiles. C'était l'heure des adieux. Tu comprends, c'est trop loin. Et ce corps est trop lourd, je peux pas l'emporter avec moi. Mais ce serait comme une vieille écorce abandonnée. C'est pas si triste les vieilles écorces, tu sais. On y est, c'est là. Je ne te quitterai pas. Et après ces extraits, c'est le moment de la potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Et Robin, c'est quoi que tu nous as préparé? Moi, je vous ai préparé un peu un speech sur tout ce qui est la transition graphique. Et reparler en fait un petit peu. On a déjà beaucoup abordé ce sujet-là, mais je pense que je vais refaire un petit point dessus. Ça va être très rapide. Donc, tout au long du film, il y a une séparation très 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 importante sur le monde des adultes et le monde des enfants. Et donc, voilà, toutes les maisons sont carrées, les textures, elles sont très lisses. Il n'y a pas de détails dans les textures. Tout est gris et tout est bien rangé. Même les arbres dans les appartements où ils habitent, ils sont taillés de manière cubique. C'est juste horrible. Personne n'a envie de vivre là-dedans. Et à côté de ça, t'as la maison complètement farfelue de la personne âgée juste à côté, avec plein de couleurs, des trucs qui dépassent dans tous les sens. Et puis, moi, j'aime bien le moment où il raconte, j'amasse des trucs. Au bout d'un moment, tu les amasses toujours. Et ouais, ça me fait tellement penser à plein de gens que je connais qui, t'arrives dans leur maison, t'as des trucs, tu sais pas pourquoi c'est là, et tu fais, c'était là, c'est toujours resté là. Et du coup, c'est vraiment ce truc-là de la vie contre la mort aussi. Qui parle énormément, parce que quand tu vis dans ces appartes tout lisses, au mur tout blanc, avec des cuisines toutes grises, là, c'est juste, c'est pas très intéressant. C'est la mort. C'est la mort, et puis à côté, voilà, donc t'as cette touche-là qui ramène énormément. Moi, il y a des moments où j'ai un petit peu été mal à l'aise. Je me souviens au tout début, la première fois que j'ai vu le film, c'est quand elle arrive dans le jardin et que t'as une musique de Charles Trenet. Charles Trenet, tu sais, Ouais. il est connu un peu parce qu'il était, il aimait bien les enfants, puis tu sais, Un peu trop, ouais. un peu trop, et du coup là, t'as cette musique-là, puis lui c'est un vieillard, et puis il s'occupe de la petite, et tu fais, ouais, il y a des moments c'est un petit peu tendu, mais je fais, non, c'est dans ta tête, c'est juste toi parce que c'est ta perception du truc, alors que c'est pas ça. Alors, notons qu'en dehors de une musique de Charles Trenet ou deux, il y a quand même des très bonnes musiques. Oui, c'est fait par Camille. Camille et Hans Zimmer. Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est pas mal. C'est bien. Oui, non, pour c'est les chouette. musiques. Justement, là, le Tour de France en diligence, quand ils sont dans la voiture avec le slow motion, avec le papillon, là, c'est vraiment drôle. Et c'est vraiment j'aime bien le côté, en fait, du grand-père, la manière dont il essaie d'apporter ça dans la vie, mais il force pas, en fait. Il voit que la petite, elle est là-dedans, qu'elle est bloquée et qu'elle a aucun contrôle là-dessus parce que sa mère dirige sa vie. Et en fait, lui, il va juste faire, tiens, j'ai perdu une page de mon bouquin chez toi.
Et puis, tu sais, genre, vraiment, il est en train d'explorer, il est en train de, pas d'explorer, d'observer les étoiles, puis il lui dit, hey, bonjour, et puis elle ferme les volets. Et c'est à chaque fois, c'est pas intrusif. Il est pas en train de lui dire, non, mais tu te rends pas compte, ça va pas, ta vie, c'est de la merde. Non, et c'est tout. ça, c'est un peu le voisin, le vieux, c'est un peu pas chiant, mais tu vois, genre, hé, voisin, salut! Alors que personne veut lui parler, tu sais. Mais c'est ça, quand ils ouvrent la porte, là, que t'as la police qui vient le chercher plusieurs fois, et puis il dit bonjour au voisin, hey, bonjour tout le monde, et puis tout le monde qui rentre dans sa maison. Et c'est, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté-là, c'est qu'il est pas intrusif, il est pas en train de prendre la fille entre quatre yeux et de lui faire comprendre que, ben, sa vie, c'est n'importe quoi et que c'est une mascarade depuis le début. C'est juste, il lui dit, voilà, toi, t'as ta vision des choses qu'on t'a imposées via ta mère, via tes parents, via ta vie. Bon, c'est compliqué. Mais il y a ça, en fait, aussi. Il y a tout cet autre monde-là que je t'apporte et que, ben, si tu veux le découvrir, eh ben, viens, on discute. Viens, regarde, j'ai un avion dans mon jardin que je suis en train de réparer. J'ai un truc avec, je suis en train de mettre en place une sorte de parachute pour l'avion. Regarde, si on observe les étoiles avec le télescope la nuit, tu vois, la vie c'est beau aussi. C'est pas juste travailler, tourner dans les bouquins. Là, elle a fait tu sais, quand tu la vois travailler, là, qu'elle fait je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'on faisait ça en maths. Les équations, là. Les équations avec les vecteurs, là, les flèches par-dessus. Ouais, ouais. Et moi, ça m'a donné des frissons. J'ai fait, ça me rappelle la terminale. J'ai pas envie de revoir ça, en fait. C'est vrai pour te dire à quel point, tu sais, l'école, ça nous a tellement conditionnés. Et quand on parle à la plupart des gens, ben, ça leur laisse un mauvais souvenir. Tu sais, ça fait, ouais, on a fait ça parce qu'on devait faire ça et on n'a jamais vraiment compris pourquoi. Oui, c'est grâce à ça que tu vas t'en sortir. Puis, bah, vraiment et j'aime bien en fait le côté où il arrive et il dit ouais, c'est juste il lui mise dans sa vie, il s'immisce petit à petit dans sa vie en lui mettant des petites touches par-ci par-là, genre quand elle récupère le bocal de billes et que t'as tous les petites figurines du Petit Prince avec le renard, la rose et tout, et petit à petit c'est ça, c'est qu'un enfant va tellement être curieux, tellement avoir la curiosité d'aller tout voir, et il a tellement compris ça aussi qu'il a gardé ce truc d'enfant là, quoi. Il le dit aussi, il fait le problème c'est pas de grandir, c'est juste d'oublier que ben il y a ce truc là en fait. Et donc il y a tout le sort de syndrome de Peter Pan et tout ça, et c'est vraiment cette joie de vivre qu'il apporte dans la vie de la petite. Et au début, ben elle va le refuser. Après, elle va l'accepter. Sa mère va lui dire non, faut le refuser. Donc elle va dire non, on refuse. Puis finalement, elle va se laisser tenter, et puis elle va découvrir que ben on peut allier les deux, quoi. Ouais, je sais plus si c'est elle ou l'autre qui dit tu peux pas. Je vais grandir, c'est inévitable, mais je veux pas être une adulte. Je crois que c'est ça qu'il lui dit. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Oui, c'est ça ce que tu disais, syndrome de Peter Pan. Et puis voilà, et dans les deux cas, à chaque fois, tu vois, quand elle arrive et qu'il s'installe dans la maison la première fois, sa mère elle lui montre son plan de vie, puis elle lui dit, tu vas être une adulte formidable. Et lui, il lui dit, tu vas être une adulte formidable, mais sur un autre ton, avec tout le background de garde ton enfance, garde ta joie de vivre, garde ta curiosité, parce qu'il y a que ça, en fait, qui compte. C'est vraiment ça qui est important, quoi. Lui, il est naïf et gentil comme un enfant, alors qu'ils sont tous très méfiants. Tous les autres adultes sont hyper méfiants. Mais c'est ça, c'est quand il conduit. Peu curieux. C'est quand il conduit, il fait viens, on va chercher des glaces. Il conduit la bagnole, il se fait arrêter par les flics et il arrête. Il fait t'as un permis? Et ben non, j'ai 8 ans. Il fait t'as 8 ans vraiment? Et t'as même pas un permis probatoire? Tu fais mais non, mais t'es où en fait dans la vie, tu vois? Mais c'est tellement mignon. Il y a des côtés un petit peu, je te dirais, dangereux. Tu sais, reprendre la bagnole pour aller alors que tu sais pas conduire, c'est dangereux. Mais c'est toujours touchant, et c'est cette poésie là qu'il y a des fois, et que des fois il y a pas, et des fois voilà, je trouvais aussi voilà le contraste entre les deux était vraiment des fois trop inscrit, trop fort, trop longtemps, quoi. C'était ça un peu mon point à aborder. Et après moi j'ai trouvé que c'est rigolo, mais dans tous les extraits qu'on a cités, finalement on s'arrête tous aux premières 40 minutes du film et on n'a pas du tout abordé la deuxième partie du film, hein. Non, c'est vrai, mais en même temps ouais, est-ce que elle a pas besoin de beaucoup d'analyse. Moi je trouve que la deuxième partie du film c'est une redite en fait d'un peu tout ce qui a déjà été dit. Et alors oui, c'est une mise en abîme très intelligente, mais je trouve qu'il y a beaucoup de redites et de c'est l'adulte qui a grandi qui a oublié. Ouais. Et elle va être là pour lui rappeler, en fait. C'est ça, en fait, elle fait avec le Monsieur Prince, la version adulte du Petit Prince, que l'aviateur a fait avec elle, en fait. La question que je vous pose, c'est pour vous, est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que c'est elle qui l'a imaginé? Pour moi, oui, pour moi, dans le contexte du film, ça s'est vraiment passé. En fait. Donc juste pour les auditeurs, la deuxième partie du film, en fait, on arrive dans une ville, dans une petite planète, sur une petite planète où c'est juste une ville triste et maussade où il fait gris et il pleut tout le temps. Qui est la planète du businessman. Et en fait, on rencontre le Petit Prince qui est devenu Monsieur Prince et qui est balayeur et qui a complètement oublié tout ce qu'on vient de voir. Il est ramoneur. Est-ce que c'est un clin d'œil? Le petit clin d'œil. Et en fait, il a juste complètement oublié tout ce qu'on vient de nous raconter. Donc toute l'histoire, toute justement la prise de conscience et la maturité dont tu viens de parler sur la séquence d'avant. Il a juste tout oublié et maintenant c'est travail. Il a même oublié sa rose. Il a oublié sa rose et c'est travail et je dois pas perdre mon balai, je dois jamais m'arrêter sinon je vais me faire virer, et il y a que ça qui compte. Et puis voilà, et c'est là qu'on re-rencontre cette fois dans les différents passages de la ville tous les personnages qu'il rencontre sur les différents astéroïdes,
Le roi, le vaniteux. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça s'est vraiment passé. Enfin, ça pourrait être aussi dans sa tête parce que comment il s'appelle, le gars qui essaie de la piéger là et de la faire passer dans la machine à devenir adulte, qui est doublé par Bernard Tiphaine, qui est le doubleur dans Ratatouille du critique culinaire qui s'appelle Ego et qui est terrifiant d'ailleurs. Et ben c'est le même doubleur que le personnage au début qui lui fait passer l'entretien à l'académie. Et c'est le prof aussi à la fin, c'est le même modèle. Ouais, c'est ça. C'est le même modèle 3D un petit peu modifié avec un autre costume. Quoi. Pour moi, elle est morte. Ok. Mais merci Sacha. Pam, pam, pam. Pour toi, elle est morte, mais après, du coup, quand elle va plus tard à l'hôpital, elle est toujours morte? Ouais, elle est toujours morte pour moi après. Ok. Je me suis fait la réflexion. Elle s'est crashée en avion. Non, elle essaye de sortir de sa chambre et elle passe par la gouttière. La gouttière tombe et après, t'as un écran noir. Et après, tout ce qui se passe après, c'est beaucoup trop merveilleux. Et je me suis dit, mais pour être morte, elle va sur une autre planète, elle prend l'avion qui est réparé, elle rencontre le petit prince, elle rentre chez elle. Sa mère, elle est soudainement super cool. Ils vont voir le vieux qui est pas mort. En fait, il est juste un peu malade à l'hôpital. Sa mère, elle est soudainement très contente qu'elle ait lu Le Petit Prince et qu'elle ait relié tout le bouquin. Elle passe pas l'entretien pour l'Académie verte. Hein. Pour l'Académie. Tout ce qui est mauvais dans sa vie a soudainement disparu, nettoyé comme de par magie. Ah, l'illumination. Oh la vache. Moi, je préfère la version de Robin que c'est tout imaginé au final. Hein. Mais il y a ça. Et dernière question, est-ce que pour vous, ça n'a jamais été dit dans le film, mais le voisin, c'est Saint-Exupéry? Non. Non. Alors au générique, j'ai fait gaffe. Au générique, il est crédité comme l'aviateur. Ouais, mais mais l'aviateur, c'est voilà, c'est ça, c'est que le gars, il dit. D'ailleurs, sur son avion, la plaque d'immatriculation, c'est STEX 43. Ouais, STEX. Voiture, ouais. Voilà. Et STEX, c'est pour le Saint-Exupéry et 43, l'année de parution. Oui. Et c'est ça, c'est juste que la manière dont il raconte, c'est son histoire, c'est lui qui raconte. Et c'est lui qui lui raconte comment ça s'est passé, donc c'est Saint-Exupéry. Maintenant, quand tu vas voir des photos de Saint-Exupéry, ça ressemble pas du tout au modèle qu'ils ont fait. Mais, non, pas du tout. Non, et puis il a pas vraiment eu la même vie que Saint-Exupéry. Oui, non, mais c'est ça, c'est clair. Mais voilà, moi, c'était le point que je voulais aborder. Et puis aussi, je voulais juste mettre un petit mot pour Saint-Exupéry. Mec, t'as dû quand même te sentir vachement seul dans ton avion. Tu sais, voir des trucs, tu sais, quand tu dois voler au-dessus du désert. Il a dû halluciner un peu dans le désert, c'est clair. Pour imaginer tous ces trucs-là et que ça parle à autant de monde. Tu sais, c'est deuxième bouquin après la Bible, c'est un truc de malade, quoi. C'est fou, c'est magnifique ce que t'as fait, mais waouh, le gars, t'as dû quand même en chier ou vivre des moments de solitude intense, tu vois, pour raconter tous ces trucs-là, quoi. Et quel est ton point c'est qui? C'est Sacha ou Jean qu'on va demander? Sacha? Je vais attaquer, puis on va conclure avec Sacha après. Alors quel est ton point, Jean? Bon, je vais vous parler, mais on va tous en parler parce que c'est vraiment intéressant, de la partie stop motion du film. Comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, quelles étaient les raisons et pourquoi ils n'ont pas fait tout le film comme ça au final, parce que c'est quand même très beau. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est même plus beau que la partie 3D. Absolument magnifique. Money. Voilà, money. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord, il faut un peu de contexte. C'est un projet qui a mis longtemps à se faire. Je sais pas exactement quand, mais je pense que c'était plus de 10 ans avant la sortie du film, où c'est un producteur français qui s'appelle Dimitri Rassam, donc on en a parlé tout à l'heure, et qui a eu l'idée du film, et du coup ils ont cherché un réalisateur. Et c'était très compliqué, au début ils voulaient faire une série télé, et en fait ils ont commencé à préparer la prod pour une série télé tout en cherchant un réalisateur qui serait capable de faire ça en long métrage. Et ils ont trouvé Mark Osborne. Et en fait, Mark Osborne, donc on a dit, il a fait Kung Fu Panda. Parce que ça va. Vois, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Et puis le premier. Il est très bien, le premier. Il est très bien, ouais. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec Le Petit Prince. C'est pas le ton, mais. Voilà. Mais c'est Mark Osborne donc, qui allait les voir. Et en fait, lui, il a une relation très particulière avec le livre. C'est un livre qui l'a aidé à maintenir sa relation avec sa femme, en fait. Quand ils étaient à distance, ils ont été à distance pendant toutes leurs années d'université. Donc déjà, il a une relation très particulière avec ce bouquin. C'est un livre qu'il a lu à ses enfants. Et qu'il a lu quand il était gamin. Il leur a proposé, donc il a pitché son idée à Dimitri Rassam, et qu'il a absolument adoré. Il lui a direct, dès le début, pitché l'idée de faire un film qui soit à moitié en image de synthèse et à moitié en stop motion. Et donc il s'est dit, je vais faire la partie image de synthèse, puisque a priori, ayant fait Kung Fu Panda... Ça va, je m'y connais. Voilà. Par contre, il fallait trouver quelqu'un pour faire la stop-mo. Enter Anthony Scott. Alors Anthony Scott, c'est un gars, je crois que les derniers trucs qu'il avait fait, il avait dû bosser dans des boîtes de stop-mo comme Hardman, mais il faudra vérifier. Ça va pas aussi, trop d'infos sur lui. Et c'est quelqu'un qu'on a rencontré au FMX à Stuttgart en 2016. J'allais dire 2015, mais en 2016, donc un an après la sortie du film. Donc le FMX qui était un festival pour les animateurs et les étudiants en animation, des gens qui travaillent dans l'industrie. Très orienté sur les FX et les effets spéciaux. Voilà, FX, effets spéciaux, mais aussi animation. Et donc il y avait des conférences, et il y avait une conférence par ce monsieur Anthony Scott,
qui devait avoir quoi, 30 ans, 35 ans à l'époque, vraiment très jeune, et qui donc a réalisé toute la partie stop motion du Petit Prince. Et c'était assez cool comment ils ont fait ça. Alors ça a été fait aux États-Unis, contrairement à la partie image de synthèse. Et je sais plus exactement dans quelle ville, je pense que c'était sur la côte ouest. Alors, je joue là ces trucs que j'ai notés de mémoire de la conférence. C'était il y a 4 ans. La côte ouest, ça enlève un paquet de villes déjà. Oui, voilà. Mais en bref, c'est pas important. Et du coup, ils sont arrivés, on leur a dit, vous allez avoir un studio, super, machin. Et ils sont arrivés, l'adresse qu'on leur a donnée, s'ils n'avaient pas de studio, c'était un magasin de chaussures désaffecté. Et ils ont fait... Yes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du coup, au début, ils ont bossé là-dedans, en renversant les étagères, pour faire des bureaux. Ok. Ils ont dû acheter tout leur matos. Hein. Donc les caméras, donc c'est des appareils photo, c'était les leurs. Ils avaient déjà un peu de matos, parce que c'est quand même une production, tu vois. Et tout le papier pour faire les personnages, c'est eux qui l'ont acheté personnellement, les peintures, les éclairages, ils ont dû se démerder pour trouver des trucs. Et au final, ils se sont fait kick de ce magasin, ils se sont fait virer de ce magasin parce que il a été pris pour autre chose en fait. Donc la production qui s'occupait de ça, c'est pas du tout, je sais pas comment ils se sont démerdés. Et du coup, le gars il nous a dit, on est allé dans mon appartement, il habite dans la ville. Et donc ils ont filmé tout le truc, toute la partie stop mo dans son appartement. Il n'y a même pas assez de lettres dans l'alphabet pour définir le système. Quoi. C'est pas un non, système c'est clair. B ni Z, c'est au-delà. C'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et du coup, ils ont vraiment tout fait avec j'allais dire des bouts de ficelle, mais pas loin, en fait. Concrètement. Et donc, ils ont fait tout en papier, et c'était leur idée. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a des changements de style dans la stop mo, comme tu disais au début, Robin. Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, en fait. Ils ont quand même filmé des trucs, comme ils avaient peu de budget. Cool, c'est les recherches dans le produit c'est cool. Et donc, il y a aussi l'écharpe du Petit Prince, que c'est l'idée d'Anthony Scott de faire une écharpe comme ça en papier qui vole en permanence, en fait. Okay. Et que le vent, du coup, devienne un personnage du film. Donc ça, je trouve ce côté-là vraiment très, très intéressant. Je rappelle que si vous voulez une définition de la stop motion, on vous renvoie sur l'épisode de Marie et Max. Qui en plus a des points communs avec ce film. Parce que c'est de la stop motion. Voilà, exactement. Oui, c'est aussi les conditions de travail de Marie et Max et aussi les thèmes que ça traite un peu. C'est moi, les prods de stop motion, c'est toujours plus ou moins le bordel. Bah, je pense que si t'es pas chez Laika, Laika avec le confort. C'était vraiment un truc très difficile à financer, donc ils auraient pu, et en fait ils auraient voulu presque faire tout le film en stop motion s'ils avaient pu, parce que c'était très proche des illustrations de Saint-Exupéry, et c'était une volonté aussi de la production de se rapprocher beaucoup de ça, pour que les gens se sentent vraiment connectés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre et qui ont vu, qui connaissent ces illustrations par cœur. Et en fait, ils ont pas pu, évidemment, parce que question de budget, il faut que ça rapporte. Et aussi la volonté, comme je disais au début, de faire un film qui touche tout le monde, en fait, qui soit vraiment universel. Ils voulaient pas faire un truc qui s'adresse à quelques initiés, en fait. Bah, ce qui a fonctionné, je te le dis tout de suite, parce que je sais que je me souviens que j'étais allé voir ce film avec mes parents, et que mes parents sont pas très films d'animation à la base, et que du coup là ils ont fait c'est trop bien. Et ça a plus fonctionné plus que ce que tu penses, parce que c'est le film d'animation français qui a fait le plus gros score au box-office. Il a rapporté plus de 97 millions de dollars. Ah yes. De cette année-là ou tout confondu? De cette année-là et tout confondu. Je sais pas jusqu'à maintenant, mais de français. Hein. Je te parle de film d'animation français. Ouais. Donc voilà, parce que alors tout le film a été fait entre les États-Unis et le Canada. Les voix enregistrées en premier et sur lesquelles ont travaillé les animateurs, c'est les voix anglaises. Mais il s'agit bien d'une production française. Ok, fun. On leur a piqué. Et dans tous les autres pays, quand même, c'est le bouquin français. Hein. Dans tous les autres pays autres que le. Oui, mais écrit aux États-Unis, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est la boucle est bouclée. Mais tous les autres pays autres que les États-Unis, le film est sorti d'abord en français en fait, en VO, la version originale française, puis doublé dans d'autres langues. Ah ok. Voilà. D'accord. Et il a gagné un César ou pas? J'ai cru. Oui, il a gagné un César en 2016. C'est vrai qu'on l'a pas dit au début. Il a gagné le César du meilleur film d'animation en 2016. Et pas de cristal? Non, pas de cristal à Annecy. Il a jamais été présenté à Annecy. Il a été présenté en 2015 à Cannes hors compétition. Il a jamais été présenté à Annecy? Eh ben non. Ah ouais, ok. Je sais pas pourquoi. Bah, il était peut-être déjà sorti, c'était trop tard. Je pense qu'il y a il était déjà sorti. Temps précis avant de le. S'il est déjà sorti, personne va aller le voir à Annecy. En fait, oui, on l'aurait vu sinon à Annecy. Bah oui. Donc non, ça c'est une bonne question ça. Pourquoi ils l'ont pas mis à Annecy? Nous les ratoumerons pour les prochaines épisodes. C'est peut-être trop mainstream pour Annecy. Non. Pour la compétition? Non, mais tu rigoles, à Annecy t'as tous les Pixar chaque année. Ouais, mais ils sont pas en compétition. Oui, c'est pas faux. C'est des projections spéciales. Ouais. Peut-être que c'est un peu trop mainstream pour la compétition. Peut-être projeté à Annecy par contre hors compétition. Ça, oui, c'est possible. Ok. Donc voilà, c'était un petit point sur la partie stop-mo. C'est quand même quelque chose de très intéressant et surtout c'est assez unique d'avoir un film comme ça qui mélange les deux en fait. 2D et stop-motion ça se fait, ça se voit.
3D et stop motion, c'est quand même assez rare. Ouais, ça doit être un des rares. Et après, il y a aussi de la 2D au tout début, Oui, la il y a séquence un tout début d'introduction, qui est quand il y a d'ailleurs, avec le truc avec le chapeau, l'éléphant et le serpent. J'ai pas noté, mais c'est encore une autre personne qui a réalisé cette petite séquence. Bah, comme quoi, tous les films d'animation se font dans les larmes et le sang. Exactement. Et la sueur des artistes. Tu rigoles, Sacha, nerveusement, mais c'est la vérité de C'est la la vérité. production. À chaque fois que tu parles d'une prod à quelqu'un, c'est toujours les larmes, le sang et les sueurs. Sacha, tu voulais nous parler du livre ? Oui, vite fait. Ce sera pas un point très exhaustif, mais ce sera pour les rares personnes qui n'ont pas lu ou qui ne connaissent pas le livre, qui doivent être une des rares personnes sur Terre. Bon, on va pas résumer le livre, mais c'est un petit conte philosophique, très souvent donné à lire aux enfants, alors que les sujets de réflexion sont quand même super matures. Il a été écrit donc dans les années 40, il est publié en 43, il a dû être écrit entre 40 et 43, voilà, et publié à New York, à la fois en anglais et en français, alors que Saint-Exupéry était donc aux États-Unis. Il avait fui la France qui était alors en guerre, parce que le contexte d'écriture du Petit Prince, c'est donc la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs plein d'analyses qui le remettent dans ce contexte-là, avec les idéaux fascistes de l'époque. Il y en a qui le mettent en comparaison avec Mein Kampf. Il y a des gens qui réfléchissent à tous les sujets abordés par rapport aux 2 grands axes de la guerre. Par exemple, les 3 baobabs qui détruisent la planète du Petit Prince et les 3 grandes puissances de l'Axe. Donc voilà, il est sorti dans un contexte très particulier. Je l'avais jamais mis en relation avec le contexte. Ouais, les baobabs, c'est vraiment bien, ouais. C'est ça qui est très marrant parce que il est sorti dans un contexte très lourd. Ça a fortement impacté toute la réflexion de Saint-Exupéry dans l'écriture du bouquin, mais en fait, ça transpire pas du tout dans le livre. Et tu peux le remettre dans le contexte de la guerre et analyser des choses, mais tu peux aussi lire complètement à côté. Et comme tu disais, on le donne à lire aux enfants. Après, c'est comme des films, certains films. Je vais prendre les Miyazaki. Tu regardes Mononoke quand t'es enfant, quand t'es ado, quand t'es adulte, et tu comprends tellement d'autres choses à chaque fois. Le bouquin, c'est pareil, tu peux le relire avec ton passif, ce que t'as vécu, tu vas toujours comprendre un autre truc. Et c'est ce genre d'œuvre interminable où tu peux le lire 30 fois et tu vas intégrer d'autres trucs ou ça, quoi. Alors, sur le site officiel du Petit Prince, il est traduit dans 400 langues officielles, dont à peu près toutes les langues et les dialectes auxquels vous pouvez penser. J'ai lu des trucs, je savais même pas que ça existait, mais genre il a été traduit en espéranto, en breton, en corse, des sous-patois. Genre même les dialectes africains, indiens et tout ça. Basque, il a été traduit en basque. Il a été traduit en basque, il a été traduit dans plus de 15 langues indiennes, dont certains, le bassin de population qui parle ces langues est super petit. Il a même été traduit en latin et en grec ancien. C'est le livre, je crois que c'est le livre non religieux le plus traduit au monde avec. Mais c'est génial d'avoir des mecs qui ont planché sur le latin et le grec ancien et que personne va lire. Du coup, ça en fait un livre d'apprentissage. Moi, je vais relire Le Petit Prince en latin. Voilà. Ça en fait un livre d'apprentissage du coup en latin et en grec. Et il a été énormément adapté. Ouais, du coup, il y a des bandes dessinées, des opéras, des comédies musicales, des films live. Il y a un autre film d'animation, je crois. Il y a des livres audio. Et il est même présent dans les programmes scolaires du Maroc, du Canada, du Japon, de la Corée et du Liban, je crois. C'est un personnage qui est dans les bouquins des écoles. En France aussi, moi j'ai lu à lire à l'école. Non, mais dans les programmes scolaires, pas à lire, mais le personnage du Petit Prince est présent durant tout les livres. Petite anecdote, et je connais pas la raison, mais il est présent à Busan. Il y a une partie de la ville, alors on me l'a raconté, hein, je n'ai pas vu personnellement, mais à Busan, il y a une partie de la ville qui est un village de pêcheurs, et où il y a une statue du Petit Prince où les gens peuvent venir se prendre en photo. Et le Petit Prince est partout, sur les murs. Et il est partout. Je sais pas pourquoi. Il était sur les billets de 50 francs, voilà, pour... Ah, c'est vrai? Oui, il était sur les billets. J'avais oublié, mais oui, c'est vrai. En tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et ah oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a aussi fait un peu... ce qui a fait que le livre a été très remarqué, c'est que quand Saint-Exupéry le publie, c'est déjà quelqu'un de connu dans le monde de l'édition et de l'écriture, mais il était connu pour des romans un peu plus réalistes de ses expériences de vol. Il a énormément piloté à travers le monde dans tous les coins pour tout et n'importe quoi. Donc il était connu pour ça et pour des articles de journalisme, notamment de journalistes de guerre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, quand Le Petit Prince est sorti, ça a été très remarqué parce que c'était un récit très, très différent de tout le reste de sa production. Voilà. Et comme tu disais, Orson Welles a failli l'adapter jusqu'à ce qu'il propose avec Disney. Ouais, et ça n'a pas du tout marché. Et t'imagines Le Petit Prince par Disney? Par Orson Welles. Par Orson Welles, moi je signe direct. Hein, je sais pas, ça aurait été peut-être bizarre, tu vois. Je sais. Faut voir. Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter, Sacha? Non, voilà, des petites anecdotes. Moi j'ai un truc à vous ajouter, et c'est une question.
Et alors, on a parlé dans l'épisode précédent du tombeau des Lucioles. J'ai pas révisé. T'as pas révisé? On a parlé du tombeau des Lucioles dans l'épisode précédent, donc on a parlé des studios Ghibli. Heureusement que je l'ai Quel est écouté, le celui-là. point commun entre le film du Petit Prince et les studios Ghibli? Il y a des enfants. Non. On a le droit qu'à une seule réponse? Oui. Je peux gamberger un petit peu plus longtemps que lui. Gamberge. On parle de quoi Dépêche-toi. nous, pendant qui gamberge? Mais je sais pas. Du beau temps. Là, Des moutons. On compte les moutons. Ah ouais, Sur des boîtes. C'est quoi comme question? C'est Ghibli. Le point commun entre Ghibli et... Le point commun entre le film Le Petit Prince, sorti en 2015, et les studios Ghibli. Ah, donc celui-là, ok. Ouais, ce film-là. C'est autobiographique. Pas du tout. Je vais vous le dire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un film de commande. Ils sont allés chercher Mark Osborne. Un des premiers réalisateurs auxquels ils ont pensé et qu'ils ont contacté, c'était Miyazaki. Ah. Et voilà. Qui ça? Miyazaki. Ils ont contacté Mais Miyazaki pour faire Le Petit Prince. Miyazaki? Miyazaki. Oh là là, coupez son micro. Mais c'est lui qui fait la C'est un cousin à Moustaki. Et voilà. Et donc, ça n'a pas abouti. Mais T'as confondu Miyazaki et Moustaki? Non, j'ai demandé si c'était un cousin à Moustaki. Ok. Et ben, si vous avez rien d'autre à ajouter, je pense qu'on va pouvoir Le conclure. plus intelligent, non, on n'a rien. Le Tour de France en diligence vaut toutes les féeries. Ce doux mélange d'huile et d'essence redonneront la vie. Le porte-chance qui se balance vaut tous les balles. Bienvenue dans l'introduction de la conclusion. Et content. Ouais, C'est ici qu'on commence la fin. Ouais, bah oui, c'est la fin. Avant qu'on s'en aille, qu'on vous libère, une recommandation. Robin. Ma recommandation, c'est une série documentaire. J'arrête cet accent. Ouais, s'il te plaît, ouais. C'est une série documentaire qui est sortie sur Disney Plus cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, qui s'appelle Into the Unknown Frozen 2. Et en fait, ça retrace sur 6 ou 8 épisodes toute la conception du deuxième film La Reine des Neiges. Je vous préviens tout de suite, c'est extrêmement américain. Sur beaucoup de points, il y a plein de trucs qui... Voilà, c'est Disney, ils savaient que les mecs étaient filmés, ils savaient qu'ils étaient filmés, ça en rajoute des kilotonnes sur... c'est exactement la chanson, ça me fait pleurer, c'est trop. Mais ça vous donne aussi un aperçu de la quantité de travail et de monde qu'il faut pour faire un film d'animation. Bon, c'est pas tant que ça. Et à quel point c'est difficile et que bah voilà, même là on voyait que c'était, même là on voit que c'est Disney, qu'ils ont des très bons projets et beaucoup d'argent, et que même avec ça c'est juste un témoin de voilà du travail que c'est titanesque de faire un film d'animation, et qu'on n'a pas de bouton animate ou qu'on n'a pas de bouton bah si, il y a un bouton render, mais il y a beaucoup de trucs à faire avant, mais qu'il y a un travail et que c'est toujours beaucoup d'allers-retours. Là, il montrait un moment tout un passage où tu as les screenings, donc les screening tests qui montent pour voir si ça marche, et ils reviennent au studio puis ils convoquent toutes les artistes et ils disent bon ben on va couper 30 plans et on va en rajouter 60, mais le film sort toujours dans 4 mois, donc ben voilà, on va commencer à faire. D'ailleurs, ils ont fait ça sur Le Petit Prince. Mark Osborne avait une war room où il montrait au chef de département le film en cours de production, et tout le monde pouvait tailler le film en fait. Et c'est... Waouh. Ouais. Mais c'était pour améliorer en fait. C'est ça. Après, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça peut paraître vraiment barbare et tout ça, mais c'est toujours dans le but d'améliorer le film et de le rendre meilleur. Si l'histoire elle est pas claire, et ben il faut l'améliorer. Et ça, c'est toujours, c'est ce qu'ils expliquent aussi dans le documentaire, c'est genre, ben on met son ego de côté. Et tout ce qu'on fait en fait, c'est vraiment pour le film. C'est pas nous, c'est pas genre moi je fais mon projet créatif, c'est je fais ça pour le film. Et donc c'est ça qu'il faut apprendre à faire aussi quand tu es animateur, lighter, renderer, rigger, whatever. Donc c'est vraiment ce truc là qu'il faut apprendre à faire. Ah, elle est bien cette petite rime, non? Et voilà ma le département whatever. Tu connais pas le département whatever? Ouais, le département whatever. Et bien voilà, c'était ma recommandation. Okay. Quelle est la tienne? C'est une super bonne recommandation parce que allez voir, on parlera probablement pas Frozen 2 dans ce podcast, donc si vous voulez en apprendre plus, pourra en parler, mais on risque. Bah on pourra. Maintenant, Jean, ils sont endormis à la projection de ce film. Ah ouais, non, c'est faux. C'est complètement. Si Disney nous écoute, c'est faux. Bah non, le principe, c'est qu'on doit revoir les films avant de faire le podcast. Et... Ah bon? Ouais, en fait, c'est ça le problème. C'est surtout ça le problème. Là, c'est vraiment Into the Unknown, hein, du coup. Bon, Sacha, tu veux nous recommander quelque chose? Et toi, tu dis pas de reco. Toi, tu veux finir? Moi, je peux, vas-y. Parce que t'étais parti pour. Non, mais t'es l'invité, Sacha, on finit avec toi. On va finir avec Sacha. Alors, moi, je vais recommander un film complètement en stop motion cette fois-ci. Et comme on a un film qui parle un peu d'enfance, bah, je vais prendre le contre-pied de ça et je vais vous recommander Anomalisa, qui est un film de stop motion qui parle complètement d'adultes et de problèmes d'adultes.
de dépression et qui parle de problèmes de couple. Et c'est un film qui est très profond, qui peut être dur à aborder, mais je vous conseille d'aller jusqu'au bout. Ça utilise des techniques de stop motion très particulières et ça les montre, en fait, ça brise les quatrièmes Et c'est murs. fait exprès. Et c'est fait exprès, oui. Mais non, c'est pas Et une c'est technique génial. particulière. En fait, toutes les stop motion ont cette ligne Oui, là oui. sur la joue, mais Mais d'habitude, on elle est les cache. gommée. Voilà. Et là, ils l'ont pas gommée Voilà. par envie. Ouais. Donc voilà, pour vous essayer de vous expliquer ce qui se passe visuellement dans ce film. Donc les visages des figurines en stop motion sont collés sur les figurines et en fait on les change en fonction. On imprime tous les phonèmes. On imprime les phonèmes, on imprime des expressions et on les change à l'image pour essayer pour faire de l'animation comme ça. Et normalement donc ça laisse une trace sur le côté du visage, là où il y a la connexion entre la tête du personnage et le visage qu'on veut mettre. Et normalement ça on le gomme, soit on met de la peinture, soit on le gomme numériquement. Et là, en fait, ils ont décidé de le laisser parce que ça sert à la mise en scène. Il Et y a la mâchoire très intéressant. Et on voit la tremble mâchoire. et tout, et ce genre de truc. c'est super intéressant. Anomalisa, c'est un film qui est sorti un peu dans l'ombre, j'ai l'impression. Il Il est beaucoup de sorti bruit. quand on était Ouais. à l'école ensemble là, en 2016. Peut-être en 2015 ou 2016 d'ailleurs. Ouais, c'était par là, ouais. Ouais, et il avait fait du bruit au début quand il a été annoncé, puis quand il est sorti plus discrètement, il a pas fait tant d'entrées que ça, mais je vous le recommande vraiment, c'est un très beau film. C'est doublé par Malkovich, hein. C'est doublé par John Malkovich. Et d'ailleurs, il personnage avait dit un truc super, moi je trouvais une super phrase quand ils ont vendu le film, il a dit c'est le film le plus humain, et pourtant il y a aucun humain dans le ouais. film. Ah ouais, et c'est très vrai, et il y a tout un concept aussi avec les voix des personnages. C'est Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, bien. non, il faut vraiment voir ce film. Voilà. C'était ma recommandation. Sacha. Moi, j'avais recommandé un jeu vidéo Yes. qui s'appelle Grey ou Gris en français. Et Gris. ouais, bah oui, c'est Grey. Mais si en tu tapes anglais. Gris dans Steam, tu le trouves ou faut taper Grey? Je pense que tu dois le trouver, ouais. Grey, bah, c'est pas très long, t'as l'un ou l'autre. Ok. C'est un jeu en animation 2D conçu par un artiste qui a fait appel à des gens de Ubisoft pour réaliser son envie de créer un jeu. Parce qu'il savait pas faire un jeu, mais il savait faire des belles aquarelles. Et il y a beaucoup d'animation 2D du coup dedans et de la très belle animation 2D, une très belle direction artistique. Voilà, il est très sympathique, c'est un jeu pas du tout compliqué, c'est un plateforme, voilà. Et c'est très très onirique, très gentil, très tranquille, un bon moment de détente. Et sinon, en stop motion, il y a Machinarium, qui est un autre jeu Ah vidéo. oui. Voilà. Je plus sois cette recommandation. Point Oui, and elle est click, très bien, très, mais très c'est bien. assez rare les jeux en stop motion aussi. Jeux C'est de la vidéo. 2D même. Je crois que c'est de la stop motion. Ah ouais Ouais, c'est de la stop mo Wow. qu'ils ont mappé Ouais, pour ouais, faire ouais. un jeu vidéo. Ouais. Ah, incroyable. Ok, bah tu vois, je savais pas. Très bien. Voilou. Eh bien, merci pour ces recommandations. On vous retrouve dans le prochain épisode. On parlera de... Another Day of Life. Yes, et on est très content. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. D'animation. Bisous. Bye. Bisous. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas